Donc encore une fois, bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire donc, dédié à la propriété intellectuelle et à l'innovation. Euh, c'est vraiment un plaisir pour moi que d'introduire Christian aujourd'hui, puisque ça fait plusieurs mois qu'on travaille sur ce projet donc de webinaire. Voilà. Avant qu'on commence, simplement vous dire que vous allez être nombreux. Donc de fait, vous pouvez lever la main si vous voulez intervenir, mais vous pouvez surtout en fait poser des questions dans le chat ou faire des commentaires dans le chat ou encore tout simplement, vous avez un module qui se trouve en bas de votre écran sur le Zoom, qui est le module questions et réponses, Q et R. Vraiment, quand vous activez la barre du bas, à côté des paramètres audio, vidéo, etc., vous voyez le module Q et R dans lequel en fait je vous invite à poser vos questions, puisque sur Zoom c'est un module qui est très très pratique pour poser les questions et pouvoir, voilà, nous on y répondra au fur et à mesure pendant la présentation de Christian. Donc, Christian, comme je l'ai dit, merci encore d'avoir accepté d'animer ce webinaire donc dédié à la propriété intellectuelle et au développement durable. Donc, sur un peu ces liens ténus entre ces deux thématiques-là et un peu la question de l'impact sur le développement durable, sur la propriété intellectuelle, mais aussi de l'impact de la propriété intellectuelle sur le développement durable. Donc, je vais te présenter en quelques mots. Après donc, plus de 25 ans de carrière internationale, d'abord comme chef de projet, puis comme directeur industrialisation, innovation et propriété intellectuelle, tu accompagnes aujourd'hui les organisations en tant que consultant indépendant en innovation, propriété intellectuelle et développement durable au sein de ta structure qui s'appelle donc Inspire et Conseil. J'en profite pour dire aussi, pour celles et ceux qui souhaiteraient poursuivre la discussion et le dialogue avec Christian, vous recevrez bien évidemment le replay de ce webinaire ainsi que les documents et vous aurez les coordonnées de Christian si vous souhaitez le contacter. Donc, Christian, tu enseignes également à l'INSA Strasbourg, où tu fais le lien souvent entre pratique de terrain et les cadres académiques, donc pour construire des stratégies propriété intellectuelle orientées vers l'impact et intégrant les problématiques de développement durable. Tu es formé et tu es animateur de la fresque de l'économie circulaire et de la fresque du plastique. Tu aides les équipes R&D, les juristes et les directions à intégrer cette circularité, cette synergie et cette coopération et performance dans leur choix de pays, encore une fois en intégrant cette dynamique-là. Ton mantra, si je puis dire, c'est la propriété intellectuelle responsable au service de l'innovation, de la création de valeur et des transitions écologiques et sociétales. Donc ce soir, en quelques 60 minutes, on vous propose de réfléchir notamment sur trois grandes questions. Comment orienter une stratégie pays à l'ère des enjeux de développement durable? Comment ouvrir et partager certains droits lorsque ça a du sens? Et comment cartographier un portefeuille de pays précisément à l'aune des objectifs de développement durable, les ODD? Donc merci encore d'avoir accepté d'animer ce webinaire. Et vraiment ravie d'avoir collaboré avec toi pour cette préparation depuis juillet, depuis quelques mois qu'on est dessus. Avant qu'on commence et que je te passe la parole, on a prévu avec Christian un petit sondage de sorte à mieux vous connaître, vous qui êtes à distance, puisque l'idée c'est aussi d'apprécier un peu le profil de l'Assemblée. Alors c'est très simple. Vous allez avoir trois questions successives très courtes auxquelles on vous demande de répondre de manière très spontanée pour un peu visualiser quel est votre positionnement, votre vision par rapport à cette thématique. Alors, je vais lancer la première question que vous allez voir apparaître sur votre écran et à laquelle je vous demande tout simplement de répondre. Quand vous entendez propriété intellectuelle et développement durable, à quoi vous pensez plutôt? Une contradiction? Un levier? Un sujet encore flou? Ou un véritable enjeu? Donc, vous êtes en train de tous et toutes répondre et je vous en remercie. On va bientôt atteindre, donc vous êtes déjà plusieurs dizaines, ça y est, de participants et merci encore à tous ceux qui nous ont rejoints pendant que j'introduisais le séminaire. Donc je vais fermer le sondage. Ah, il y a encore une réponse qui arrive. Je donne encore 3 secondes. Ok, je ferme le sondage. Voici les résultats. Donc, pour... Ah, t'as vu Christian, ça peut... Alors, c'est touche-touche sur levier, sujet flou et véritable enjeu. Donc là, on a une assemblée devant nous qui est constituée, je dirais, de 3 tiers. Et pour 7% d'entre vous, c'est une contradiction.
Donc, ce qui est intéressant là, c'est de voir qu'effectivement, ben, vous toutes et tous qui êtes avec nous ce soir, ben, il n'y a pas consensus sur la manière d'appréhender effectivement cette thématique-là. Donc, on est très content aussi avec Christian de pouvoir peut-être lever justement des doutes et puis faire peut-être un peu plus consensus collectivement là-dessus. Deuxième question, pour mieux vous connaître, je lance la question. Donc, dans votre pratique au quotidien, dans votre professionnel, dans votre profession, dans votre métier, les questions environnementales influencent-elles déjà la stratégie pays? Oui, totalement de façon structurée et mesurable. Oui, mais plutôt de manière opportuniste, le greenwashing. Pas encore, mais c'est à l'étude, ou pas du tout. Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Nous voyons, nous, les résultats globalement, pour qu'on atteigne à peu près un taux de participation à ce questionnaire presque exhaustif. On attend encore 5 secondes. OK. On a presque atteint les 100% de réponse. 3, 2, 1. Je mets fin au sondage. Je partage les résultats. Vous êtes une personne sur 10 ici à considérer que oui, les questions environnementales sont totalement intégrées, mesurées et du coup, d'ailleurs, Christian, tu nous en parleras tout à l'heure, hein, comment on implémente une stratégie de développement durable et de propriété intellectuelle. Donc oui, c'est tout à fait mesurable. Mais c'est pour la plupart d'entre vous quand même encore un peu du greenwashing, si je peux me permettre de dire comme ça. Peut-être que tu me diras qu'on ne dit plus greenwashing. Pour certains d'entre vous, c'est pas encore mais c'est à l'étude. Et pour pratiquement une personne sur 4 ici présente ce soir, pas du tout. Là encore, c'est une vision assez intéressante de l'hétérogénéité de l'Assemblée. Et la dernière question, pour mieux vous connaître à nouveau, parmi ces affirmations, laquelle se rapproche le plus aujourd'hui, tout de suite, maintenant, de votre vision? L'API est un moteur du développement durable. L'API doit se réinventer pour le devenir. L'API reste encore trop déconnecté des grands défis environnementaux. Et je ne sais pas vraiment comment ces deux mondes s'articulent. Ce qui fait que vous êtes d'ailleurs au bon endroit ce soir. Donc là encore, on va attendre un tout petit peu que l'ensemble des participants répondent. OK. Je mets fin au sondage et je partage les résultats. Là, on est sur 4 quarts, j'allais dire 4 tiers, 4 quarts, pratiquement, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, bah, pour certains d'entre vous, c'est un moteur, pour d'autres, il faut qu'elle se réinvente, pour d'autres, elle est totalement déconnectée, puis à peu près un autre quart ne sait pas tellement comment ces deux mondes s'articulent. Donc, je vous remercie vraiment infiniment de vous être prêté au jeu de ce mini sondage qui nous permet effectivement d'appréhender, Christian et moi, bien effectivement, les profils qui sont aujourd'hui parmi nous. Donc, et puis bah, voilà, j'espère vraiment que dans moins d'une heure, on repartira tous avec de nouvelles clés de compréhension et qu'on fasse consensus aussi collectivement sur cette thématique, qui est quand même une thématique très centrale. Donc, Christian, encore un grand merci pour ta présence ce soir et ton engagement à nos côtés. Donc, je te laisse la parole et on reste attentif aux questions qui peuvent être posées dans le module questions-réponses ou le chat. Christian, c'est à toi. Très bien. Merci beaucoup, Anne, pour cette introduction. Merci pour la confiance de l'IEPI et de me donner l'opportunité de faire une présentation sur ce sujet qui me tient très à cœur. Donc, juste une petite vérification. Vous voyez bien mon écran à la Oui, on te présentation? voit toi, alors t'as pas encore partagé par contre. Ah, je n'ai pas partagé encore. Ah oui, oui. Voilà. Là, c'est Tac, et c'est parfait. Voilà. Très bien. Voilà, donc c'est parti. Donc ravi d'être avec vous en cette fin de journée pour cette heure d'échange sur la thématique de la propriété intellectuelle responsable. Alors, qu'est-ce que c'est? On va en parler et j'espère effectivement vous donner quelques clés de lecture. Alors, il faut être très humble par rapport à un sujet d'une telle ampleur et en un peu plus de trois quarts d'heure, je vais essayer de partager des choses qui, j'espère, vous permettront de vous mettre, pour certains, en route vers une nouvelle réflexion, pour d'autres, peut-être de consolider déjà certaines idées. Donc, je suis vraiment passionné par l'innovation et la propriété intellectuelle
et par le levier et le potentiel qu'elle représente pour accélérer la transition euh, qui est vraiment urgente vers une création de valeur qui préserve les ressources naturelles et la justice sociale. Euh, Ce soir, ce que j'ai vraiment envie de faire, hein, parce que je pense que le développement durable, c'est aussi de l'échange. C'est quand on a appris des choses, c'est de les partager. C'est une façon d'accélérer la transition. Donc, de mon côté, je me suis assez intensément documenté sur ce sujet. J'ai essayé de rassembler ce qui me paraissait vraiment très pertinent et je vais partager certains concepts et des outils avec vous là dans les minutes qui viennent. Et je tiens dès le départ à souligner que je me suis beaucoup appuyé sur le travail d'un groupe de recherche qui s'appelle l'IPACST. Je vous en parlerai plus tout à l'heure, mais c'est un travail vraiment remarquable qui a été fait pour articuler pays et développement durable. Et je vais vous montrer principalement le résultat de leur recherche, des outils, des clés de lecture. Voilà, avec une équipe de recherche principalement basée à l'université de Cambridge, où il y a un laboratoire de recherche sur le management de la propriété intellectuelle de l'innovation. Euh, alors, j'ai vraiment besoin de commencer ce webinaire par euh, quelques slides pour donner le contexte d'urgence. Alors, restez avec moi et surtout c'est forcément des informations ou c'est ouais, des rappels qui sont assez sérieux, mais on va parler solutions tout de suite derrière. Mais je pense qu'il est important de se rappeler que malheureusement, on sait depuis bien longtemps qu'il n'y a pas de croissance infinie dans un monde fini. Le rapport Meadows, que beaucoup d'entre vous doivent connaître, Limit to Growth, date d'il y a plus de 50 ans. Et avec les moyens de l'époque, ils avaient déjà modélisé vers où la trajectoire, vers où allait l'humanité, avec des projections aujourd'hui enfin, ils avaient déjà projeté où on en serait aujourd'hui et où on en sera en 2100 selon certains critères. Quelques 15 ans plus tard environ, le rapport Brundtland, qui avait vraiment mis l'accent sur ce qu'est le développement durable, donc un développement qui permet de créer de la valeur aujourd'hui et de satisfaire les besoins aujourd'hui, mais en étant responsable et en ne compromettant pas le futur des futures générations. Le contexte d'urgence, si on regarde où on en est aujourd'hui, parce que là, c'était il y a 40, 50 ans, aujourd'hui, on a des modèles dans le rapport du GIEC qui nous montrent des trajectoires à plus 2, plus 3 degrés si on continue sur notre trajectoire actuelle. Autant dire que le monde, ça sera plus du tout le même que celui qu'on connaît aujourd'hui. Difficile même d'imaginer qu'on va s'y adapter. Donc le mieux, c'est euh, d'anticiper, parce que l'image à droite que vous voyez, c'est les 9 limites planétaires. Donc là, en fait, même le visuel, j'ai cherché un visuel qui montrait la septième limite planétaire, l'acidification des océans, qui a été dépassée aussi. Donc le visuel n'a pas encore été mis à jour, mais dans les 5 dernières années, on a dépassé 4 de ces 9 limites. Et je veux juste citer Alberto Lambertini, donc de la WWF, il y a quelques années, qui soulignait que on est au milieu d'une crise de la biodiversité et climatique, et qu'en fait, il est vraiment urgent de faire un changement, pas à la marge, mais drastique de la manière dont nous produisons, nous consommons et comment nous gouvernons et ce que nous finançons. Et le GIEC, qui souligne que il s'agit en fait de faire des choix et de prendre des actions 7 décennies. Donc en fait, ne pas continuer à repousser les changements, mais vraiment ces 7 décennies. Et ces choix qu'on va faire auront des impacts sur les milliers d'années à suivre. Donc tout ça pas pour nous effrayer ou pour nous mettre le moral à zéro, c'est juste pour regarder la réalité en face
et nous mobiliser. Nous mobiliser parce que, voilà, vous connaissez aussi les ODD, les objectifs de développement durable, au nombre de 17 qui ont été créés ou définis en 2015, un travail aussi remarquable avec des moyens, des indicateurs et des objectifs très très clairs. Malheureusement, ces objectifs-là sont en très très grande difficulté. On est vraiment très loin du compte. Pour la plupart d'entre eux, on est, on n'est pas à 10 ou 15% d'atteinte des objectifs. Certains sont même en régression. Donc en fait, il y a vraiment du travail. Il faut penser soutenabilité forte, hein. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces constats? Euh, le technosolutionnisme qui perpétue le business as usual, il suffira pas. Il faut un changement de paradigme. Il s'agit de créer de la valeur, bien sûr, mais dans le respect des limites planétaires. Et en fait, la question qu'on va se poser maintenant, c'est quel est le rôle de la propriété intellectuelle et des professionnels de l'API dont vous faites tous partie dans ce contexte, et est-ce une question de responsabilité? Alors, cette image, elle est là juste pour nous rappeler la puissance de la propriété intellectuelle, parce que le levier qu'elle représente, euh, alors qu'il y a 50 ans, les intangibles représentaient que 17%, donc les biens immatériels. Aujourd'hui, ça s'est complètement inversé et on va dire qu'en moyenne, la valorisation des grandes entreprises, elle est à 84% leurs biens immatériels. Alors bien sûr, la pays, ce n'est pas tous les biens immatériels, mais c'en est quand même une partie très importante. Donc, pour moi, cette image-là, forcément, elle est aussi liée à toute la révolution digitale et à la knowledge economy de laquelle on est, mais ça veut bien dire aussi que l'API, elle a vraiment plus que son mot à dire et a une vraie responsabilité, hein, de la puissance, mais du coup aussi une responsabilité dans les choix qui sont faits. Alors, forcément, on est entre professionnels de l'API, donc cette image est là juste pour nous rappeler que bah, l'API, et en particulier les brevets, c'est un deal entre la société et les entreprises et les inventeurs, de leur accorder un droit de monopole en échange de, euh, de d'écrire leur invention et de la rendre accessible au bout de cette période de monopole. Et maintenant, donc là, les images que je vous présente, elles font déjà partie de ce travail de l'IPAST. Donc, je vais juste vous en dire quelques mots avant de commenter cette image. En fait, leur but, ça a été vraiment de partir de la base, déjà de s'assurer que tout le monde comprenne bien ce qu'est l'API, parce que je pense que on est tous d'accord pour dire qu'il y a souvent une grande méconnaissance dans le public de ce qu'est l'API, qui est très très souvent critiqué, mais parfois, on ne comprend pas pourquoi. Donc, ils ont vraiment fait déjà un travail de vulgarisation. Et en s'appuyant là-dessus, en fait, ils ont fait un travail pour faire converger les champs de l'innovation, de l'API, du développement durable. Ils ont analysé et sélectionné un certain nombre de case studies avec des modèles d'affaires à impact positif qui tourne autour de l'économie circulaire, des énergies renouvelables, des mobilités douces, de l'alimentaire. Et en fait, l'objectif, c'est de transformer notre compréhension du rôle que jouent différents modèles de pays pour accélérer la transition environnementale. En effet, cette transition, elle requiert vraiment des modèles complexes de diffusion, d'adoption, et donc il y a besoin d'outils pour cela. Donc, euh, le projet, c'est vraiment de donner des clés de lecture et des outils euh, et de répondre aux questions de quel modèle de propriété intellectuelle accélère la transition vers un développement durable, comment et sous quelles conditions. Et tout cela, bien sûr, en connexion avec des modèles d'affaires durables.
Et on va donc voir cette conceptualisation qui commence déjà par se rendre compte que on génère de l'API, on la protège, on se construit un portefeuille, mais après, toute la question, déjà, est-ce que ce portefeuille est pertinent par rapport aux objectifs et au modèle d'affaires? Et ensuite, est-ce qu'on garde ça de manière, est-ce qu'on garde ça juste pour soi et on ne partage rien? Ou est-ce qu'on considère des options de partage? Et c'est là qu'on rentre dans des modèles de propriété intellectuelle et d'exploitation de la propriété intellectuelle, de cross-licensing, de royalties ou de donner des licences gratuites. Alors juste pour s'assurer qu'on est bien au clair sur deux définitions qui sont importantes dans la suite, euh, un modèle de propriété intellectuelle, on l'a dit au slide d'avant déjà, ça se réfère à la manière dont les propriétaires de droits en propriété intellectuelle contrôlent cette propriété, l'accès à cette propriété et l'usage de cette propriété. Et la stratégie de propriété intellectuelle, c'est de sélectionner habilement euh, et de combiner différents modèles de pays en fonction des partenaires, en fonction des situations. Et vous allez voir que dans la case study que je vais parcourir avec vous, il y a vraiment une stratégie pays qui combine différents modèles de propriété intellectuelle. Là, c'est vraiment un visuel important qu'on retrouvera tout à l'heure mis en pratique. C'est, je pense, une des clés du modèle qu'a développé ce labo de recherche. C'est quatre typologies de partage de la propriété intellectuelle. Donc, qui démarre par le modèle fermé, où on partage strictement rien et où on défend bec et ongle sa propriété intellectuelle. Ensuite, on a une évolution vers un modèle semi-ouvert qui s'appelle le modèle club IP. Donc là, ça veut un peu dire ce que ça veut dire, c'est que euh, on se met en groupe, il y a un groupe de bénéficiaires qui peut bénéficier de cette IP et juste les membres du club et personne d'autre. Ensuite, on évolue encore vers un modèle encore plus ouvert qui est un modèle où on ouvre l'accès à l'IP en fait à tous. C'est un modèle commun et on finit par le modèle complètement ouvert. Donc, dans le modèle Common IP, la différence avec le Public IP, c'est qu'il y a quand même des restrictions commerciales, alors que dans le modèle Public IP, là, c'est vraiment ouvert et sans restriction. J'aime bien aussi ce visuel-là. Alors ça, c'est une autre source. C'est euh, une organisation qui s'appelle Circulab, qui est une organisation qui fait de la formation sur l'économie circulaire, qui a développé des modèles. Et alors que souvent, on a tendance à décrire l'innovation comme un triangle avec la technologie, l'humain et le business, ben, c'est pas mal de le voir aussi sous forme quadratique en rajoutant la circularité au travers de la nature. Donc l'innovation optimale, c'est l'innovation qui se trouve au centre de ce carré. Et vous voyez à gauche qu'on parle aussi d'écosystème. Donc, c'est inspiré de la nature et on parlera aussi d'écosystème pour le partage de l'API tout à l'heure. Et ce qui est important, c'est bien sûr aussi de toujours se référer à son modèle d'affaires, parce que l'API, elle n'a qu'un seul but, c'est de permettre au modèle d'affaires de fleurir et d'être pérenne. Et on voit donc que le modèle d'affaires a bien des endroits dans la création de valeur, dans la livraison de la valeur, dans la façon de s'approprier la valeur, les modèles de pays ont une grande influence. Et un modèle d'affaires durable, c'est celui qui permet d'avoir un succès économique, mais aussi environnemental et social.
Alors, allons un peu plus loin maintenant dans le changement de management stratégique de la propriété intellectuelle. Si vous vous rappelez, il y a quelques slides, on regardait les quatre modèles qui vont de plus en plus vers un modèle ouvert. En fait, ici, c'est la source, c'est un cabinet de conseil en pays suédois, je crois. Euh, et je trouve ce visuel très pertinent, en fait, où on part d'une stratégie purement single mode, donc par exemple vraiment basée sur les brevets et sur de l'exclusivité. Et en fait, on évolue plutôt vers de l'API multimodale, où on utilise voilà, tous les outils, pas juste un marteau, mais aussi d'autres outils. Et on va aussi plus vers de la collaboration et de la négociation en se rendant compte en fait que on a plus à gagner à partager sa pays avec d'autres. Et on va voir pourquoi, hein, parce que l'idée, c'est pas non plus que d'être philanthrope ici. L'idée, c'est d'arriver à créer de la valeur. Et on arrive à la créer souvent mieux en s'associant parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul. On ne peut pas être partout présent dans le monde et créer de la valeur partout. Donc autant collaborer, s'associer et permettre un développement ailleurs. Voilà un visuel, l'autre deuxième visuel central du modèle de l'IP ACST qui propose 5 dimensions à la stratégie de pays responsable. Alors, d'où viennent ces 5 dimensions? Encore une fois, ils ont étudié euh, cinq, euh, 5 case studies qu'ils ont soigneusement présélectionnés. Et en fait, ils ont déterminé en fait que ces 5 case studies avaient ces 5 dimensions en commun. Donc, on a à droite les dimensions, 3 dimensions qui sont internes à la société et 2 dimensions qui sont externes, qui représentent la dimension écosystémique. Donc, ça démarre en fait avec la bulle du milieu à droite, l'intention, la deliberation. Ça veut dire en fait que la stratégie de pays euh, pour contribuer au développement durable, c'est un choix initial. Euh, c'est pas une conséquence, c'est vraiment un choix initial. Ensuite, il y a l'alignement au développement durable, donc la, la stratégie de business et l'API sont alignés pour atteindre des objectifs de développement durable. Et ensuite, on a aussi une dimension vraiment importante qui est celle de la flexibilité. C'est pas quelque chose de rigide, et on va le voir dans la case study qu'on va parcourir tout de suite. En fait, il s'agit de faire évoluer sa stratégie IP en réponse aux conditions changeantes. On est dans un monde, on appelle ça le monde VUCA ou VICA en français, qui est très volatile, incertain, complexe et ambigu. Eh ben, il faut aussi que la stratégie de pays s'adapte parce qu'il peut y avoir des résistances de la société à certains modes de pays, par exemple. Et la deuxième grosse partie, c'est la partie écosystémique avec la co-création. Donc là, c'est voilà, c'est de s'associer avec, par exemple, des universités ou d'autres entreprises pour créer du savoir et de l'API supplémentaire. Et c'est d'inclure en fait d'autres partenaires pour atteindre ces objectifs. Alors voilà la case study tant attendue. C'est, on va dire, la case study assez phare de ce modèle, mais il y en a d'autres hein, qui sont aussi intéressantes et qui peuvent être étudiées. Là, je vais vous parler de Nutriset et Cocorico. En plus, c'est une société française, donc c'est sympa. Une société à mission qui a été créé en 1986 et en fait qui s'est donné dès le départ le but de contribuer à lutter contre la famine. Euh, En fait, ils ont un produit phare qui est le Ready-to-Use Therapeutic Food, qui a été reconnu
par toutes les organisations humanitaires et de santé comme vraiment le produit le plus performant. Et euh, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ils ont reçu des récompenses, par exemple the European Inventor Award du Bureau européen des brevets et Patents for Humanity Award du Bureau des brevets américains. C'est très rare. Et en fait, tout ça, ça repose sur une stratégie d'IP responsable. C'est-à-dire que au lieu, ils auraient très bien pu garder tous leurs brevets et vraiment bloquer de partout. Et en fait, ils ont eu une autre approche. Dans les pays similaires à la France, les pays développés, là, ils ont une approche assez classique d'utilisation des brevets pour bloquer la compétition et bloquer certaines sociétés qui copieraient et qui, à moindre coût. Et par contre, ils ont une stratégie de fournir des licences sur leurs brevets, mais pas que, même ouais, sur leur marque et sur leur know-how, à des franchises dans les pays en voie de développement. Donc, par exemple, voilà, des pays africains. Euh, et dans ces pays, voilà, au lieu de tout développer eux-mêmes, ils permettent à des entrepreneurs, à des entreprises de créer de la valeur localement. Donc là, sans rentrer dans le détail, voilà, on voit qu'il y a un portefeuille de propriété intellectuelle conséquent, de brevets, de, de marques, de savoir-faire. Et voilà un visuel intéressant parce que c'est en fait la mise en pratique de la stratégie de pays et donc de la combinaison de différents modèles de pays. Et on voit qu'il y a eu une évolution. Donc il y a bien aussi cette adaptabilité qui est un des 5 piliers. Donc on voit que au départ, hein, 97, classiquement, ça a commencé par un modèle de pays privé. Au départ, on ne peut pas non plus s'ouvrir à tous les vents. Mais une fois que, on va dire, les technologies, les produits étaient bien établis, la réputation, il y a eu une stratégie d'ouvrir, donc de passer euh, en parallèle du IP modèle privé qui court toujours, hein, parce que dans les pays développés, il n'y a pas de licence accordée aux compétiteurs, mais par contre, dans les pays en voie de développement, il y a bien ce club IP modèle qui a été mis en œuvre, donc avec des fabricants locaux dans les pays en voie de développement. Et quelques années plus tard même, euh, il y a eu une deuxième euh, approche encore plus ouverte euh, avec un modèle d'IP partagé, avec quelques conditions quand même, hein. Donc là, il y a... Et la différence aussi par rapport au club IP modèle, c'est que là, on autorise l'utilisation des brevets, mais par contre, le know-how n'est pas transféré. Et en fait, cette évolution vers le modèle plus inclusif, ça a été dû à la pression en fait de la société et puis des organisations humanitaires qui étaient très critiques par rapport euh, au brevet et je vais vous expliquer ça dans quelques minutes. Donc on voit aussi que ces modèles de pays sont liés à un Sustainable Business Model. Donc là, au départ, le business model, c'était de créer de la valeur, hein, de lancer l'aventure. Ensuite, c'est rajouter le Stewardship Role avec un modèle de franchisé et un réseau, donc un écosystème. Et ensuite, c'est rajouter le Sustainable Model numéro 2, qui est de la création de valeurs inclusives, donc avec un modèle encore plus ouvert. Donc là, vraiment, les licences font partie intégrante du business model. Alors, je vous disais justement que ce dernier modèle de pays qui a été rajouté à la palette, il est venu de controverses
par rapport au monopole créé par les brevets, les associations humanitaires, euh, et la réponse qu'a apporté Nutriset en la personne de son patron, c'est en fait de permettre un Patent Usage Agreement Model. Donc en fait, c'est de permettre à des entrepreneurs dans des pays en voie de développement dans lesquels Nutriset n'avait de toute façon pas prévu d'investir ou de créer de l'activité, bah justement d'ouvrir leur propriété intellectuelle, de permettre de créer de la valeur dans ces pays-là. Et la seule, enfin, une des, une des conditions, c'est qu'ils doivent contribuer à hauteur d'1% de leur chiffre d'affaires à la recherche, à continuer à investir dans la recherche. Parce que le but de Nutriset, euh, voilà, c'est de contribuer au développement durable, aux ODD, mais surtout aussi de garder ce niveau de qualité, cet investissement permanent dans la R&D pour, voilà, pour faire avancer la science, avancer les produits, pour être encore plus performants. Et bien sûr, ce qu'ils veulent pas, c'est que dans les pays développés, quelqu'un voilà, n'investisse absolument pas dans la recherche, mais puisse juste leur prendre des parts de marché. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi cette part un peu classique de pays. Mais vous voyez, ils ont différencié leur approche en fonction des shareholders ou des stakeholders qu'ils ont autour d'eux. Ils ont une approche par rapport aux pays développés et une approche par rapport aux pays non développés. Moi, je me permets une question, Christian. Tu veux dire que donc les franchisés doivent donner 1%? C'est ça, hein, c'est ce que tu as dit, les Les franchisés, franchisés doivent donner 1% qui sont investis dans la recherche. oui, doivent réinvestir 1% dans la recherche pour Voilà. nourrir le Ça, modèle. OK. Dans, voilà, dans le contrat de licence, il y a Ouais. cette clause-là. OK. Autrement, il n'y a pas de... En fait, dans ces pays en voie de développement où Nutriset n'a pas de plan d'investissement, ils ne demandent pas non plus de contrepartie. Euh, Mhm. et ça, Mhm. c'est assez intéressant. Parce qu'en fait, ils répondent à la critique qui est que bah voilà, vous gardez vos brevets aussi pour vous dans certains Mhm. pays. Pourquoi ça freine le développement? Bah, ils disent bah non, on va Mhm. pas freiner le développement, on va au contraire aussi permettre, c'est un de leurs grands mantras aussi, c'est de ne pas faire que toute la production se passe dans les pays développés et qu'elle soit exportée dans ces pays-là, mais que la valeur soit vraiment créée dans ces pays-là. C'est pour ça qu'il Mhm. faut créer ce modèle de pays inclusif. Mhm. OK. Et donc là, maintenant, on voit illustrer euh, le fait que la stratégie de pays responsable de Nutriset, elle s'articule vraiment bien autour de ces 5 piliers. On voit qu'il y a une stratégie dès le départ, une intention. On voit un alignement avec le développement durable, évidemment, avec les ODD. On voit la flexibilité, hein, parce qu'ils ont, au fil des années, adapté leur mix de modèles d'IP. Et on voit aussi que leur stratégie euh, est conçue pour permettre une certaine freedom to operate pour des acteurs bien définis. Et ils ont aussi une énorme activité de co-création et des accords et des partenariats avec des laboratoires de recherche. Donc voilà, on voit que ce modèle des 5 piliers, il semble bien représenté par Nutriset dans toutes les études qui ont été faites par ce labo de recherche sur d'autres cas, sur de l'énergie, sur de la mobilité. On retrouve aussi ces leviers. Donc, je pense que si vous retenez ces 5 leviers comme source d'inspiration et les 4 modèles de pays de plus en plus ouverts, donc plus c'est ouvert, plus si on a comme objectif le développement durable, plus on contribue à un impact positif. C'est vraiment ça les deux leviers principaux de cette étude. Et en plus de tout ce travail, ils ont même encore créé d'autres outils qui sont, par exemple,
un tableau qui permet de se faire une analyse soi-même de l'impact de sa pays en se disant, bah voilà, quelles sont les technologies, avec quel droit de pays associé, quel est l'impact sustainable que j'ai avec cette pays. Et aujourd'hui, par exemple, je suis complètement fermé, je permets à personne de l'utiliser. Qu'est-ce que pourrait être mon modèle futur? Avec quel modèle d'échange de ma propriété intellectuelle je pourrais avoir un impact plus important? Donc voilà, c'est un outil tout simple, mais qui, pour faire un petit diagnostic initial, est intéressant. Et un exemple, ça serait, voilà, j'ai un produit avec un certain nombre de caractéristiques qui contribuent à des objectifs de développement durable numéro 12 et 6. Aujourd'hui, j'ai des trade secrets et quelques brevets. La contribution, c'est que je réduis la pollution de l'eau et j'ai une solution biodégradable. Mais aujourd'hui, mon modèle d'IP, c'est fermé. Et du coup, qu'est-ce que ça pourrait être demain? Et avec une première action de se rapprocher d'une plateforme de transfert de technologie pour enregistrer le brevet pour une licence non exclusive. Donc voilà un cheminement qui serait possible. Alors, tu le diras peut-être après, Christian, mais on peut revenir sur la slide d'avant. Ce Oui. modèle-là, qui est comme on l'imagine, un fichier Excel, comme tu as dit, il est, comment dire, étonnant de simplicité et à la fois complexe. Est-ce qu'il est utilisable par tout un chacun? Alors oui, oui. En fait, ce qui est aussi euh, remarquable, c'est que tout ce travail, c'est un travail pour le bien public. Mhm. C'est Comment open on appelle aussi. Commons. Donc en fait, c'est utilisable à condition voilà, de citer leurs auteurs. D'accord. OK. Donc oui, il suffit d'aller sur IP ACST. IP, euh, de chercher IP ACST Mhm. et en fait on trouve, si vous avez des questions, vous pourrez revenir vers moi pour... bon, en Mhm. fait, il y a accès hein, à ces documents. Mhm. D'accord. Alors juste un autre exemple, alors qui pour le coup est un exemple auquel j'ai eu accès récemment, mais qui montre que voilà, il y a pas que dans le domaine de l'humanitaire, hein, parce qu'il faut se dire, ouais, ok, c'est un exemple d'humanitaire, c'est spécial. Unilever, ils sont pas dans l'humanitaire, à ce que je sache, c'est vraiment une société très industrielle. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont décidé de donner accès à 12 brevets qui couvrent en fait une technologie qui permet de conserver la glace à moins 12 degrés au lieu de moins 18 degrés, avec les économies d'énergie qui vont avec. Alors là, libre cours aux réflexions, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? En tout cas, c'est clair que c'est aussi un exemple d'aller plus loin que de se dire je bloque mes compétiteurs et je reste vraiment que sur cette stratégie-là. Dans certains cas, c'est... Alors moi, ma petite analyse, c'est de me dire, ils n'ont pas fait ça non plus pour faire plaisir à leurs compétiteurs, mais quelque part, pour qu'il y ait cette économie d'énergie, il faut que les congélateurs partout, ils puissent accueillir des produits d'Unilever et de la compétition à moins 12 degrés. Donc en fait, je pense que voilà, tout le monde y gagne en ouvrant ça. Et puis, ils se sont fait aussi, du coup, une bonne pub au passage et une bonne image. Juste un petit mot pour dire qu'il y a des collectifs aussi de professionnels de la propriété intellectuelle qui se mettent aussi à la tâche autour de la réflexion sur l'API et le développement durable. Donc, il y a l'I3PM, International Institute for IP Management. Donc, il y a là un collectif, un comité SDG dont je fais partie et que j'ai créé. Et j'ai récemment aussi vu qu'il y a un collectif qui s'appelle IP4 Energy Transition, qui a été co-créé par Maersk, donc un géant de la logistique, et un grand cabinet de conseil en pays. Donc intéressant de voir aussi
IP Practices for Decarbonation. Et un dernier petit échange avant peut-être de conclure, c'est que il existe aussi quelques solutions software, parce que dans son introduction, Anne avait aussi mentionné comment est-ce qu'on peut visualiser son portefeuille de brevets au regard des objectifs de développement durable. Alors par exemple, LexisNexis a un software qui s'appelle PatentSight. Ils ont fait un travail de fond de créer une base de données qui corrèle les brevets aux objectifs de développement durable. Et il est possible de se créer un camembert avec les 17 objectifs de développement durable et de voir dans son portefeuille quels objectifs sont concernés en fait, ou sur lesquels on a un impact. Alors forcément, il faut rester critique, hein, parce que c'est lié à une base de données qui a corrélé les bases de brevets avec les ODD. Mais bon, ça reste un outil intéressant et qui semble commencer à être utilisé, par exemple, par Siemens. Alors en conclusion, euh, c'est important, bien sûr, et bien d'avoir une stratégie de propriété intellectuelle. C'est encore mieux quand cette stratégie pays, elle est vraiment euh, axée pour protéger les éléments clés du modèle d'affaires. Et quand ce modèle d'affaires, c'est un modèle d'affaires responsable et durable et que la stratégie pays, elle est vraiment conçue autour de ce modèle d'affaires, c'est ce que, par exemple, semble avoir réussi Nutriset. Parce que Nutriset a quand même réussi, ils sont au-delà de 100 millions de chiffres d'affaires. Donc c'est quand même un succès économique. Donc ça montre, et c'est ça en fait. On avait une des questions au départ qui était est-ce que la l'API et le développement durable, c'est antinomique? Ben non. Là, on voit bien qu'il y a des exemples où cette stratégie, Nutriset, en fait, hein, euh, s'ils n'avaient pas eu cette stratégie pays, je suis passé vite, mais sur un des slides, il y avait une citation de leur fondateur qui disait que sans cette stratégie pays, ils n'auraient jamais Ouais. eu ce développement-là. Ouais. C'est intéressant la citation. Donc, Ouais. elle était vraiment, la stratégie pays était au cœur du succès de cette entreprise. Donc, quelques mots encore de conclusion et puis de perspective. Euh, je pense que c'est un sujet, encore une fois, complexe et vaste. Et il faut prendre le temps de comprendre avant d'agir. Il faut comprendre ce que c'est que d'avoir une approche systémique. Donc, ce que je conseille aussi beaucoup, c'est de prendre un peu de recul, de participer à une fresque, la fresque de l'économie circulaire, qui permet vraiment de se prendre conscience du modèle linéaire et des solutions de l'économie circulaire. Une fois qu'on a pris ce recul au travers de ces ateliers d'intelligence collective, on se rend compte que c'est possible et que c'est urgent de créer de la valeur autrement et que la collaboration, plutôt que la pure compétition, elle est au cœur de ce projet. Et comme je vous ai montré, il existe certains modèles et des outils, même s'ils sont sûrement encore imparfaits, hein, ils sont tout neufs, ils sont tout récents. Hein, ces outils que je vous ai montrés, ils ont été créés les 2, 3 dernières années. Au moins, ça donne un point de départ, une prise de recul, une source d'inspiration. Euh, et en fait, autour de tout ça, avec Anne, on a vraiment envie d'intégrer le développement durable dans la formation au management stratégique de l'API. On est en train d'imaginer un nouveau module de formation à l'IEPI, voilà, pour créer de la valeur et donner du sens au modèle d'affaires et d'être responsable vis-à-vis des générations futures. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre participation, votre attention et je suis à votre Ouais. écoute. Alors, merci beaucoup, Christian, pour cette présentation très pointue. On a quelques questions, effectivement, dans le module questions-réponses. On a 10 minutes pour pouvoir prendre le temps d'y répondre. Et puis aussi, n'hésitez pas, comme on a un peu de temps, on a des questions aussi dans le chat, donc je vais être un petit peu la Madame Loyale des questions.
et je vais les prendre dans l'ordre d'apparition par souci d'équité. Donc Clément, vous nous avez posé une question à un moment donné, tu as présenté Unilever en disant ce n'est pas que les entreprises humanitaires ou les associations humanitaires qui font de la paix durable, hein. Unilever, à ce que tu saches, n'est pas forcément dans l'humanitaire, mais en tout cas fait aussi cette démarche-là. Clément, vous nous posez la question, est-ce que Unilever a, via son invention, été, c'est l'invention que tu nous as montrée sur Oui. la réduction de la glace, là, était à l'origine d'une norme, selon toi? Alors là, je m'avancerais si je disais oui ou non. À vérifier. Je pense que c'est à vérifier. C'était Mhm, plus l'exemple. J'ai pas été aussi loin. mhm, C'est mhm. vraiment assez récent cette information, donc je suis désolé de ne pas pouvoir D'accord. confirmer Mhm. cette En tout question-là. cas, on touche au CEP, hein, les standards essentiels patent, hein, les Mm. brevets essentiels à la norme, mais c'est vrai Oui. qu'effectivement, on le voit, il y a certainement des brevets qui peuvent effectivement après, comme vous le dites Clément, occasionner en fait une logique de CEP qui va profiter au plus grand nombre. Alors, ça Mm. sera à vérifier. Donc, une deuxième question de Clément, par rapport à PatentSite, tu en as parlé aussi. Est-ce qu'on a des infos sur PatentSite qui sont mécanismes de fonctionnement pour les objectifs de développement durable? Ou bien, je, je lis la question de Clément, est-ce une boîte noire? Et si tu me Oui. permets, je vais aussi compléter avec la question d'Annick qui parle aussi de PatentSite et qui nous dit bah, finalement, cette fonctionnalité environnementale dans PatentSite pour valider les critères remplis ou pas, dans son portefeuille, est-elle accessible avec le produit de base ou est-ce que c'est un module complémentaire à acheter? Donc en fait, c'est deux questions en une, boîte noire, outil premium, bref, PatentSite, voilà, où est-ce Là, qu'on là, en est moi, là-dessus? pareil, là, vraiment, je vous ai présenté ça comme pour ceux qui en avaient jamais entendu parler, une source d'inspiration. J'ai pas la connaissance de leur modèle d'affaires. Par contre, j'ai participé à un ou l'autre webinaire de, avec un de leurs business development managers. Donc, au besoin, je pourrais retrouver sans aucun problème ces coordonnées. Euh, c'est clairement, pour moi, c'est clair qu'ils demandent, c'est un outil supplémentaire dans leur plateforme. Ils vont forcément se faire rétribuer aussi pour ça. Euh, Après, quant à son fonctionnement, j'ai failli utiliser le mot boîte noire aussi, hein, parce que pour moi, quand je disais, il faut être critique, il faut être prudent. Euh, pour pas tomber dans le greenwashing et puis se taper sur le ventre en disant oh, on est parfait déjà, on n'a plus rien à faire, plus rien à changer à notre business model. Je pense qu'il faut être prudent par rapport à ça. C'est un mapping qu'ils ont fait eux. Donc, je pense qu'ils ont vraiment beaucoup travaillé à créer leur base de données, à relier les bases de données brevets aux objectifs de développement durable. Et ça, c'est leur know-how qu'ils vont pas partager forcément, mais ils ont un algorithme derrière ça qu'ils ont créé. Ça, c'est ce que j'avais compris dans le webinaire auquel j'avais assisté. Super. Bah, Annick, effectivement, tu l'utilises, tu es une fervente utilisatrice de PatentSite. Donc, Annick nous dit qu'elle va vérifier et puis qu'elle pourra nous dire, moi je le lis, effectivement, on serait content, Annick, que tu puisses nous partager ton retour justement sur ça par rapport à PatentSite. Alors, nous avons aussi une question de Vincent dans le chat, cette fois-ci, qui nous demande, alors toujours sur cet exemple d'Unilever qui, Hmm. c'est toujours pareil, les glaces ou je ne sais quoi, si c'est le froid qui nous a inspiré, mais en tout cas, Oui. cet exemple est inspirant qui nous demande si on sait si les licences qui ont été conclues pour cet accès aux 12 demandes de brevets de reformulation de glace pour conservation des températures moins énergivores, si elles ont été, s'il y a des licences qui ont été conclues par Unilever. En clair, si on est sur un modèle, comme tu disais tout à l'heure, Oui. fermé ou Ouais. semi-fermé ou semi-ouvert ou ouvert. Alors, ouais, je vais revenir là dans ma présentation et je vais revenir sur, parce que ce modèle, en fait, pour tout vous dire, hein, j'ai trouvé cet exemple là les derniers jours, en fait, hein. Donc, j'ai pas pu aller creuser. T'as pas Et, approfondi. je vous lis, by granting a free non-exclusive license to these two reformulation patents, we hope our peers and partners from across the ice cream sector will benefit and work to tackle emissions across the industry. Mhm. Là, je lis pas. Est-ce que en fait, d'autres s'y sont déjà mis ou pas? Euh, Ah, en fait, c'est bien dit a free non-exclusive license. Donc, a priori, on est sur une logique effectivement d'ouverture, quoi, hein. Une Voilà, nouvelle ouverture. et ça date de novembre 2023, donc c'est pas non plus tout à fait d'hier, ça date d'il y a déjà 2 ans, mais ça mériterait Mhm. ouais, de voir. En tout cas, c'est l'initiative qui est, je pense, inspirante de se dire, bah voilà, euh,
de se dire, voilà, j'ai une belle invention là qui a un énorme impact. Mhm. Et sans doute, hein, ça c'est mon interprétation encore une fois, sans doute de se dire, bah, il n'y a pas que dans les frigos des stations essence, par exemple, il n'y a pas que des glaces Unilever. Donc pour que Mhm. ces frigos ils puissent fonctionner à cette température, il faut que toutes les glaces puissent supporter ça. Donc Ouais. ouvrons ça, comme ça nous on pourra Mhm. bénéficier de Mhm. l'effet positif, les autres Mhm. aussi. Et puis Mhm. je pense que aujourd'hui, encore une fois, on a parlé de l'importance des intangibles dans la valorisation Mhm. des entreprises. Je pense que ça leur fait du bien à leur brand et Mhm. à leur Mhm. valorisation. Mhm. Alors, il nous reste plus que 2-3 minutes. Je reste attentive s'il y a des questions qui arrivent dans le module questions-réponses et le chat, mais il est l'heure un petit peu de la conclure. C'est toujours un exercice un peu périlleux parce que tu as dit beaucoup de choses sur 50 minutes et puis elles étaient très intenses, mais je vais me permettre une synthèse en 3 points. En réalité, avec quoi on repart ce soir? On repart avec 3 choses, c'est-à-dire le fait qu'effectivement, il y a effectivement cette bonne connaissance sur quel modèle on veut faire reposer l'innovation quand elle est au service du développement durable, c'est-à-dire un modèle comme on l'avait avec Nutriset, fermé ou semi-fermé, semi-ouvert ou ouvert. Là, c'est les 4 modèles dont tu nous as rappelé effectivement comment dire, les grands enjeux qui valent pas seulement pour les logiques de développement durable, mais qui valent en général pour la propriété intellectuelle. Et d'appliquer ces 4 modèles, depuis la fermeture jusqu'à la totale ouverture, aux fameux 5 piliers que tu nous as présentés. Les 5 piliers étant, je vais franciser les choses, donc l'intention, hein, tu l'as redit, la citation du directeur général de Nutriset l'a bien montré, en fait, qu'il avait vraiment, sans ça, il le dit dans sa citation en anglais, sans ça, en clair, on ne l'aurait pas fait. Sans une intention de propriété intellectuelle, on ne l'aurait pas fait. Donc les 5 piliers étant l'intention, l'alignement, ce qui veut dire beaucoup de transversalité aussi avec la gouvernance de l'entreprise, la flexibilité, la capacité d'allouer des moyens et d'être adaptatif et agile, la co-création, tu l'as dit, aujourd'hui on est dans un monde de co-pétition et non pas de compétition, et enfin l'inclusion, puisqu'effectivement, et là c'est là qu'on intègre, comme tu l'as dit tout à l'heure, tous les éléments liés aux enjeux sociétaux, environnementaux et inclusifs de cela, donc les fameux 5 piliers. Et la troisième chose qu'on retient pour partir, c'est cette matrice que tu nous as présentée, donc de l'IPACST, que l'on peut retrouver sur leur site. Je vous invite à aller sur le site de l'IPACST où vous retrouverez donc certainement les frames Excel et peut-être aussi le mode d'emploi pour bien utiliser ce framework qui permet un petit peu d'éprouver pour certains d'entre vous. On l'a vu tout à l'heure en démarrage quand on a fait le sondage. Parmi vous, il y a des personnes qui sont déjà très matures dans l'avancement de leur stratégie IP et développement durable. D'autres sont en réflexion, d'autres nous ont dit tout à l'heure, bon, c'est encore un peu opportuniste dans l'ordre un peu du greenwashing, du positionnement un petit peu, mais c'est peut-être l'occasion pour vous toutes et tous qui êtes là ce soir de faire ce premier exercice de case study appliqué à vos contextes personnels pour pouvoir effectivement éprouver cela. Donc, on repart avec ces 3 clés, hein, les 4 modèles, les 5 piliers et la matrice. Moi, en tout cas, je te remercie, Christian, parce que voilà, c'était un exercice, encore une fois, très difficile d'embrasser un sujet aussi important que celui-ci en moins d'1 heure. Tu l'as dit, on est en train de travailler, et j'en suis ravie, sur éventuellement la proposition d'une journée de formation en 2026 où on pourrait prendre plus le temps d'explorer le sujet et puis d'être dans le partage avec les participants, d'être aussi dans les partages d'échanges de pratiques, comme on le fait souvent avec nos formations à l'I2EPI. Donc, sachez que toutes et tous, vous recevrez, je l'ai redit tout à l'heure, le replay, les documents de Christian, ses coordonnées aussi, si vous voulez prendre contact par ailleurs. Mais aussi, vous recevrez certainement, lorsque l'on aura fixé une date avec Christian, voilà, une communication sur cette formation qui se tiendra possiblement sur le premier semestre 2026. Donc, il me reste vraiment à te remercier encore, À Christian, toi. à te donner le mot de la fin, si tu veux bien, et à vous saluer toutes et tous, vous remercier vraiment pour votre présence ce soir parmi nous, pour ce webinaire que nous vous avons proposé ce soir, consacré à la l'API au développement durable. Un grand merci à tous et une très bonne soirée. Je te laisse le mot de la fin. Eh bien, il me reste moi aussi à vous remercier, à vous encourager à vous inspirer de ce qu'on a partagé aujourd'hui. Merci pour ton résumé, Anne, qui était parfait. Et une très belle soirée à vous et au plaisir de rester en contact. Au revoir. Au revoir à tous.